Qu'il dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'1 an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long. Chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées, avec cette responsabilité colossale qui n'incombe qu'à elles seules, de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je m'appelle Pauline Chamard-Boudet et vous écoutez Sororité. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous plus différents les uns que les autres. Chacun avec son lot de difficultés et leur quête de solutions. Avec ses galères et ses petites victoires. Avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Je suis en effet persuadée que c'est par la transmission de notre savoir, de nos connaissances et de nos expériences que nous insufflerons les unes aux autres la confiance en nos capacités et en notre force. Et pour ce 7e épisode, aujourd'hui, j'accueille Nina. Bonjour. Salut Nina, ça va ? Ça va bien. Merci d'être là pour Avec plaisir. 7e épisode. Avant qu'on rentre dans le détail de ton expérience, je voudrais que tu te présentes un petit peu. Donc moi c'est Nina, j'ai 41 ans, j'ai un garçon de 13 ans et une fille de 10 ans. Je suis maman divorcée, donc j'ai la garde des enfants. Je travaille et voilà. Donc t'es bien occupée. Assez. Une vie bien intense. Bien remplie. Et donc du coup, quand toi tu étais plus jeune avant d'avoir des enfants, la question que je pose tout le temps aux mamans, c'est quel était ton lien avec l'allaitement, quelle perception t'en avais, est-ce que tu y avais été confrontée, voilà, quelle était ta vision avant d'avoir des enfants? Alors j'en avais une vision de c'est important, c'est vraiment quelque chose qui idéalement il faut faire, que c'est ce qui est de mieux pour les bébés, etc. Mais j'avais jamais été très confrontée à des femmes qui allaitaient dans mon entourage. Ma mère n'avait pas une vision très pro-allaitement. Enfin, j'ai bien compris que... Alors, on est 3 enfants. J'ai un grand frère et une petite sœur. J'ai bien compris qu'elle, c'était pas trop son truc. Enfin, elle était plutôt de la génération working girl. Voilà, on travaille, les enfants, on a des enfants, etc. C'est super, mais faut pas trop de contraintes. Donc, peut-être plutôt une vision contraignante pour elle. Et donc, pas beaucoup de femmes autour de moi qui vivaient ça de façon comme... Enfin, je sens une différence entre aujourd'hui et il y a 13 ans ou un peu plus, d'un discours beaucoup plus démocratisé. Donc quelque chose, donc dans ma tête, de dire, bah moi, quand j'aurai des enfants, faudra que j'essaye. Et en même temps, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout si ça va me plaire, si ça sera naturel. Donc voilà, déjà, même comme ça, une petite pression de faudra. Et en même temps, est-ce que ça sera pour moi ou pas, voilà. Mais en même temps, de toute façon, tu devras essayer, quoi. Mais ta maman, est-ce qu'elle a allaité ton frère, toi, ta sœur? Eh ben non, je commence à peine, en fait, de ce qu'elle nous a expliqué. Elle a essayé, mais ça n'a pas duré. Et elle est assez pudique, et ça fait partie de sa pudeur aussi. Donc on n'a pas trop d'infos. Autant sur les accouchements un peu, mais autant sur l'allaitement, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Et je pense que c'est acquis qu'on a tous eu des biberons, et puis voilà, quoi. Voilà, ok. Et donc, quand tu as ton projet de grossesse pour ton premier enfant, dans ta tête, tu te dis de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est ça. Et que j'essaierai de mettre en place. Exactement. Et après, quand même, avec une certaine pression. C'est-à-dire, il faut le faire, et si j'y arrive pas, c'est pas bien pour mon bébé. Alors que je savais même pas comment j'allais le vivre. C'était déjà la pression de faudra le faire et faudra y arriver. Ouais, tout à fait. Voilà, sans se poser la question, est-ce que je vais... Alors, j'avais discuté avec une copine qui, pour elle n'avait pas vécu les grossesses comme moi. C'était vraiment, elle me disait, non mais moi, c'est sûr que j'allaiterai jamais. Déjà, quand je suis enceinte, elle voulait absolument des bébés, elle en a eu 3, ça se passe très bien. Mais elle m'avait dit des trucs bizarres par rapport à ce que moi je ressentais. Elle me dit, ouais, j'ai l'impression d'avoir un alien dans mon ventre quand je suis enceinte.
hors de question que j'allaite et tout. Je fais waouh, elle est hyper décidée, très bien, mais moi je sais pas en fait, comme je l'ai pas vécu, je peux pas me projeter en me disant est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais aimer ça, est-ce que je vais pas aimer ça et tout. De toute façon, c'était t'as pas le choix, vas-y quoi. C'est pour ton bébé, c'est pour son bien, t'as tout fait pour son bien, tu vas continuer. Ouais, c'est ça, c'était un peu cette injonction, c'est le prolongement naturel de la grossesse et ouais, comme une responsabilité, quoi. Exactement. Okay. Si tu fais pas ça, tu fais pas tout ce qu'il faut pour ton bébé. Grosse pression quand même, quoi. Léger. Et donc, du coup, voilà, pendant ta grossesse, est-ce que tu te prépares ou tu dis il n'y a peut-être pas de grande préparation à faire, justement? Alors, pendant ma grossesse, donc, j'étais suivie par une sage-femme au début, très expérimentée, et qui a été remplacée par une autre après, beaucoup moins expérimentée. Et donc, j'écoutais tous ses conseils, première grossesse, préparation à l'accouchement, etc., qui me parlent de l'allaitement. Mais que elle, donc pas d'autres personnes, etc. Et là, elle me dit des choses que après, avec le recul, c'était pas du tout ça qu'il fallait dire. C'est la expérimentée qui t'en parle? Non, c'était la moins expérimentée. Et qui me dit des choses du style c'est pas à la demande, c'est toutes les 3 heures, où je me rappelle plus trop de tous les détails. Et donc moi, hyper scolaire, j'écoute tout ce qu'on me dit. Et quand le bébé arrive, donc mon fils, je dis il faut faire comme ça, elle m'a dit comme ça. Donc c'est la seule préparation, si tu veux. J'ai pas lu beaucoup de bouquins ou des trucs comme ça. Bah non, t'avais normalement quelqu'un qui préparation savait. À l'accouchement et au post-accouchement, allaitement, etc. Donc on m'a expliqué et j'applique. C'est ça. Très bien. Tout parfait. Impeccable. Et donc ton premier enfant arrive. Et comment ça se passe, la naissance de ton fils? Ça se passe super bien. Du coup, accouchement assez long, un premier, mais franchement, tout se passe bien, hormis les suites, épisio, etc. Donc, difficile sur les douleurs. Je me mets beaucoup de pression pour tout bien faire et tout. Et donc, naturel, je le mets au sein, il faut, et de toute façon, il faut, quoi. Donc, dès la tétée d'accueil, tout ça se met exactement. en place. Donc, vraiment, sauf que, mais j'ai plus les détails en tête, mais très vite, dès la maternité, j'ai très mal. Mais vraiment, à en pleurer, quoi, dès le début. Et je comprends pas. Je dis, mais en fait, normalement, des crevasses, des trucs, ça se met plus tard et tout. Et donc là, j'y arrive pas, c'est difficile. Lui, il voulait manger tout le temps. Un gourmand encore aujourd'hui. Donc, et moi, on me dit, il faut pas lui donner tout le temps. Donc déjà, j'ai mal. En plus, on m'a dit, attention, c'est pas à la demande et tout. Donc, la cata. En plus, j'étais à l'hôpital, un hôpital vraiment très froid, très... un peu austère. Voilà, austère. Mon ex-mari est médecin, donc il voulait absolument qu'on soit dans une maternité niveau je sais plus quoi, là. Très médicalisé, quoi. Très, très médicalisé. Et je me retrouve dans cet environnement pas du tout cocon, etc. Toute seule, la nuit, lui qui pleure tout le temps. J'ai mal, je sais pas quoi faire, etc. Et du coup, un peu expérience pas cool. J'avais qu'une envie, c'était de partir de cet endroit et d'y arriver, quoi. Donc, à la maternité, donc j'essaye tout ce qu'on me dit, donc les bouts de sein, la crème, l'anoline. Exactement. Les bouts de sein, on te laisse en utiliser, du coup? Ouais. Ça t'aide un peu? Pas du tout. Rien. Okay. Donc rien n'y fait. Ça te fait quand même mal. Ça me fait mal, quoi qu'il en soit. Donc je comprends pas. Donc certaines personnes passent, essaient de me dire la position, machin. Et en fait, c'est une douleur horrible. Atroce, ouais. Donc on rentre à la maison, je continue d'essayer, et en fait, au bout de 10 jours, impossible, quoi. Et à ce moment-là, aucune conseillère en allaitement passe à la maternité. Je sais même pas que ça existe. Et donc, j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai pas de conseils, j'ai personne autour de moi qui sait faire. Et au bout de 10 jours, je laisse tomber. Et alors là, c'était quand même un drame. Parce que je dis, j'ai échoué. Allez, 10 jours après. En plein postpartum. C'est ça. Donc, compliqué. Et en même temps, mon bébé qui veut tout le temps manger, on lui donne des biberons. Alors, ça ne suffit pas, les biberons. C'est-à-dire que le pédiatre me dit, ouais, mais là, vous donnez souvent. Il dit, ouais, mais en fait, il a faim, quoi. Il a vraiment faim. Et donc, on préparait le biberon, il était au taquet. Plus tard, les petits pots, c'était pareil. Il aime manger, c'est son plaisir. Et du coup, on rajoute des trucs, etc. Mais au moins, il y avait un apaisement quand même de dire, on peut maîtriser la quantité, les horaires. Et on sait ce qu'il a mangé, comment il a mangé. Et que, oui, il a faim, on lui donne. Et puis voilà, ça a quand même... C'était très dur. Et en même temps, ça a permis de poser un peu les choses. Il dormait pas beaucoup non plus, etc. Donc sur la fatigue, on se dit, c'était très dur, mais c'est quand même un truc ça qui se résout. Soulagé quand même un peu. Quand même un peu, de dire, il n'y a pas que moi qui peux lui donner à manger.
Je sais qu'il a bien mangé et que s'il pleure, on va le calmer autrement parce que de toute façon, je vais pas lui redonner dans 5 minutes. Et puis la douleur était telle, enfin, de toute Et façon... donc, dans ta préparation, on t'avait parlé des douleurs? Oui, un peu, on m'avait parlé des crevasses, mais Voilà. du coup, vous mettez de la crème, machin, et puis voilà. Et là, je me retrouve... je sais pas quoi faire, je pleurais en fait. Il était au sein et je pleurais, j'ai trop mal et j'étais crispée, ça ne servait à rien, rien n'allait quoi. Et donc voilà, laisser tomber toute seule. Et oui aussi, en fait, ma famille n'habite pas là où j'habite moi, donc du coup, très peu entourée à ce moment-là. Donc pareil, et donc le papa qui est médecin à l'hôpital, du coup, très vite s'est absenté pour refaire des gardes de nuit. Donc en fait, je décide d'arrêter et je prends la décision toute seule, pas trop de soutien. Et puis après, voilà, le fait que mon fils, du coup, mangeait mieux et qu'on pouvait dormir un peu plus, je dis, un mal pour un bien, au moins on essaye d'instaurer un rythme et puis voilà quoi. Ouais. Et puis santé mentale, une santé physique, en tout cas, ou un semblant d'eux, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on n'a pas conscience que les crevasses, effectivement, ça peut arriver hyper vite. Mais là, c'était instantané. Et puis que les douleurs, c'est vraiment, ça peut vraiment être atroce sur la mise en place. Alors effectivement, normalement, c'est quand même la position du bébé qui va jouer beaucoup. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ces bébés qui n'arrivent pas bien à prendre le sein, les freins de langue, la position de la bouche. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a les réflexes d'éjection aussi qui peuvent jouer. Enfin bref, il y a plein de sujets. Et c'est vrai que ce qui est difficile, moi je trouvais difficile d'entendre, l'allaitement ne doit pas faire mal. Et en fait, du coup, dès que j'avais mal, je me disais, ah bah voilà, j'y arrive pas, je suis nulle. Alors qu'en fait, clairement, il y a une grande partie des mamans qui a mal à la mise en place de l'allaitement. Et aussi ce côté, c'est marrant, beaucoup de mamans qui disaient, moi mon bébé il mangeait beaucoup, et en fait je pense que c'est juste... Alors après, forcément il y en a qui ont une appétence pour la nourriture, hein, clairement, mais globalement ils mangent tous au début, beaucoup, tout le temps, pour mettre en place tout ça, et en fait ça on s'en rend pas compte quoi. Et on nous dit, bah non, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de lait, ou le lait n'est pas assez nourrissant. Non mais là c'était en plus horrible parce que j'avais vraiment en tête, 3 heures. Faut pas le mettre au sein tout le temps. Et en fait il avait un tel besoin de succion. Et alors deuxième chose aussi, j'avais ma belle-sœur quand même qui est pédodontiste, qui me disait attention, pas de tétine quoi. Alors je fais quoi si je peux pas le mettre au sein et que je peux pas lui mettre une tétine dans la bouche et que lui il a envie de téter tout le temps. Du coup, elle, ce qu'elle avait fait avec mes nièces, et je l'avais vue, elle est un tout petit peu plus âgée, elle mettait le petit doigt dans la bouche et en mode, elle se calme comme ça, et comme ça, elle a pas de tétine parce que elle me dit, si tu te donnes une tétine, attention, les dents, la déformation. Donc, ok, 2 injonctions, super. Et du coup, je passais mon temps, je me rappelle avoir le doigt dans sa bouche en permanence et de pas pouvoir dormir, pour que lui, il puisse satisfaire ce besoin de succion. Et à un moment donné, je dis, je peux pas, en fait, je peux pas rester la main comme ça en permanence, je m'épuise. Et donc là, à la maternité, je demande au papa, va acheter une tétine. Donc, deuxième injonction que j'arrive pas à tenir, en fait. Et en fait, papa médecin, ça t'a pas du tout rendu service, on dirait. Enfin, il n'y avait pas de... Non, parce que c'était... j'ai adoré être enceinte. Vraiment, j'ai vécu mes grossesses, j'ai adoré ça. Et j'aurais pu en avoir un 3e rien que pour ça, parce que je trouvais ça vraiment génial. Mais je trouve que c'est quand même très médicalisé et qu'on se focus vraiment beaucoup sur l'aspect médical. À chaque fois qu'on fait un examen, une prise de sang, attention, est-ce que tu as eu la toxo ou pas, tous les mois... les échographies, d'abord, on regarde surtout s'il n'y a pas des problèmes. Et on n'a pas le temps de s'émerveiller. Du coup, quand on faisait les échos, ils se parlaient entre médecins. Moi, je vois juste mon bébé. Eux, ils disaient, oui, alors là, il y a ça, il y a ça. Et moi, je comprenais pas grand-chose. En mode, moi, je veux juste voir si la tête de mon bébé, quoi. Voilà. Donc, lui, il avait plutôt le regard médical. Bien sûr, il love de son bébé aussi, hein, pas de souci. Mais le côté... je regarde pas les constantes, mais comment il est, quelle couleur il est, ce qui va bien. Les métriques. C'est ça. Et lui, il s'y connaissait pas du tout en allaitement, donc. Comme beaucoup de médecins, malheureusement. Voilà. Après, médecin généraliste, mais à l'hôpital, donc plutôt urgence, donc c'était pas illogique qu'ils s'y connaissent pas trop. Ouais. Mais en tant que médecin, c'est pas quelque chose qu'il a appris. Non, du tout. Et du coup, voilà, je lui donne la tétine, l'allaitement, ça va pas, etc. Et puis là, ça y est, je pars sur le biberon.
voilà, gros échec. Lui, il était plutôt pro-allaitement, j'imagine. Ah oui, le fait que tu passes au biberon, lui, il te mettait pas une pression supplémentaire pour continuer non, du tout. l'allaitement. Là, pour le coup, il a suivi ce que je faisais. C'est-à-dire que, voilà. Après, il a apprécié pouvoir donner à manger à son fils, c'est sûr. Ouais. Mais c'est pas... il m'a pas forcé en me disant, moi aussi, j'aimerais bien le nourrir ou quoi. C'était plutôt fait... on en a même pas vraiment discuté. C'était un peu fait à ta façon, et puis voilà. Donc, mais à la maternité, on t'a juste montré les positions. Et du coup, on te montre la madone, tout ça, ballon de rugby. C'est ça. Et il n'y a aucune position qui te non, soulage. En fait, dès le début, je sais pas pourquoi, ça date un petit peu, mais dès le début, pas la première, mais je pense, dans les premières 24 heures, déjà une douleur en mode, waouh, c'est pas évident, quoi. Non. Et à la maternité, déjà, comme des crevasses, en fait. C'est ça. Et du coup, quand tu fais ce sevrage au bout de 10 jours, donc à la fois tu as un soulagement parce que maintenant tu vois en plus qu'il demande beaucoup à manger, que tu peux avoir une tranquillité un peu plus la nuit, tout ça, et puis répondre à son besoin et t'apaiser un peu. Mais comment tu le vis, cet allaitement écourté, entre guillemets, alors que toi tu te projetais plutôt dans quelque chose d'un peu plus long, j'imagine? Alors ça a été dur parce que vraiment je me disais, pour moi c'était, il faut le faire, c'est pour ton bébé, c'est pour sa santé. J'ai fait des études en agroalimentaire, donc j'avais aussi étudié ça. On avait eu une marque très connue qui fait de la nutrition infantile. Donc j'avais fait un stage, là, pas en nutrition infantile, mais avec cette marque. Et donc j'en avais pas mal discuté. Donc je connaissais aussi beaucoup de choses sur l'alimentation, ce que ça implique, etc. Donc je me pose toujours pas la question, est-ce que j'aime ça ou pas? Je me dis, t'as pas fait ce qu'il fallait pour ton bébé. Donc un gros... gestion d'un échec, en fait, vraiment. Donc compliqué, vraiment compliqué. Et après, en même temps, j'avais toujours mal, j'étais toute seule. Donc il y avait beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait un postpartum sans m'en rendre compte. Et donc il y a tout qui s'est mélangé. Donc ce truc de on arrête l'allaitement, plus le reste. Et il fallait que... ça m'a mis 1 mois à ne plus avoir mal à cause de l'épisio et tout. Donc... ça a un peu... j'ai pas pu trop réfléchir à ça. Et par contre, c'était vraiment... une gestion de... j'aurais bien aimé que ça marche, mais pour le principe. Et encore une fois, je savais toujours pas, comme ça faisait mal, je savais toujours pas si j'étais à l'aise avec l'allaitement, en fait. Et tu vois, tu es l'une des premières qui me parle des douleurs de suite de couche. Moi, j'ai été confrontée aussi. C'est bon parce que là, tu dis 1 mois à te remettre de la douleur de l'épisio. Moi, c'était une déchirure et ça a mis 3 semaines pour que je me sente de nouveau à l'aise, que je puisse m'asseoir, marcher, Et pas non plus des trucs de fou, quoi. Et en fait, je pense qu'on sous-estime énormément aussi dans la mise en place d'un allaitement quand il y a des douleurs de suite de couche. Parce que pour avoir vécu un autre accouchement où il y a eu beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça que je profite qu'on parle de ça pour les mamans qui ont des suites de couches qui sont douloureuses, parce que des fois on se sent un peu seul, on les minimise en mode vous avez accouché, maintenant c'est bon, c'est le... Et en fait ça peut durer longtemps. Alors le corps se remet bien, il est magique et tout ça, mais ça peut être long, quoi. Et on doit gérer du coup, quand on a mal à l'allaitement, plus on a une épisio, en fait, c'est vrai que tu fais bien d'en reparler parce que t'es en permanence en train de gérer des douleurs. Tout le temps. Donc, et ça use. C'est ça use, tu t'imposes de faire tout bien. Et en fait, tu veux être maman parfaite, je fais tout bien pour mon enfant et tout, mais en fait, tu peux pas marcher normalement. Je me souviens, à la maternité, il m'avait demandé de lui donner son bain. Et j'ai failli tomber en mode ça va pas madame, je me dis mais comment ils comprennent pas que en fait j'ai mal, et du coup d'essayer de porter mon bébé, de le laver, et je me souviens, j'avais mis l'eau du bain trop chaude et sans m'en rendre compte, etc., parce que j'essayais de pas tomber dans les pommes en gros, et l'infirmière ou je sais pas, elle me dit mais madame ça va pas et tout. En fait, vraiment, je fais ce que je peux. Arrêtez de m'engueuler. Et je crois que je m'étais trompée aussi pour le change. Il y avait, je crois, de la biceptine ou un truc comme ça, et de l'eau, je sais plus. Et il y en a une autre qui me dit, mais vous aviez vidé ça, etc. C'était la nuit, je venais d'accoucher, je tenais à peine debout, il fallait que je le change. En fait, je me suis trompée. Et aucune... Je me suis pas du tout... le sérum fille, peut-être, c'est et ça, la biceptine. Oui, c'est ça, sérum fille et biceptine. Et c'était pas la même taille, le même truc, mais j'étais dans une chambre double avec une maman qui arrêtait pas de pleurer. Moi, je tenais pas debout, je voulais me doucher, j'avais tombé dans les pommes dans la douche et tout.
Et en fait, je me dis, mais personne n'a de compassion. Enfin, vraiment, je fais tout ce que je peux, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment un sujet dont on parle pas. Vraiment, ça c'est. En plus, on nous dit. Moi, j'ai fait un accouchement physio pour les deux, et on dit après l'accouchement physio, tu te remets super bien, c'est hyper rapide. Alors non, Non. pas du tout. Des fois oui, mais des fois oui, des fois ouais, non. Enfin, c'est voilà, ça. le deuxième, ça a été le cas, mais pas le premier. Et ouais, et ces douleurs, moi, je pense qu'on m'en avait absolument pas parlé que pareil. ça pouvait arriver. Et en fait, je pense que même le personnel hospitalier n'est pas toujours sensibilisé à ça. Ton histoire de bain, moi, ça me parle trop. J'ai donné le bain de mon premier enfant. C'était dans une salle avec d'autres mamans. Ouais, c'est pareil. On m'avait dit, c'est super parce que du coup, tu vois les autres mamans. Et je me rappelle arriver. Je crois que mon bébé était dans l'espèce de couveuse, là. Enfin, pas la couveuse, mais l'espèce de landau en plastique. Et on pousse et j'arrive. Et quand j'arrive, parce que c'était en 2022, il y avait encore le port du masque quand tu sortais de ta chambre. Et j'arrive sans masque. Et en fait, j'ai très très mal quand j'arrive. Et la puéricultrice me dit mais il faut un masque en fait. Et je lui dis mais là, il faut que je retourne dans ma chambre chercher un masque. Elle me dit bah oui. Et c'était au-dessus de mes forces. Mais en fait, je pense que même mon conjoint se rendait pas compte en fait que c'était à ce point-là. Et la nuit, de se relever pour changer une couche, moi j'en pleurais parce que ça me faisait mal, quoi. Donc, je veux pas faire peur aux mamans parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis des fois, ça arrive. Et en fait, par contre, si ça vous arrive, ménagez-vous. C'est ça. Et vraiment, ne dites juste là, je ne peux pas, j'ai mal. Faut le dire en fait, parce que comme tu dis, c'est exactement ça. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. C'est pas méchant, mais en fait, la douleur, toi, tu la vis, mais pas les autres. Et ils oublient en fait. Et en fait, et toi, tu te dis ouais, je dois être une warrior, je dois me lever, je dois allaiter, je dois machin. Mais en fait, t'as le droit aussi de dire que t'as besoin d'aide. Et effectivement, là, je dis, mais ils sont fous. Enfin, je tiens pas debout, il faut que je fasse un bain à mon bébé. Comment je fais? Et j'aimerais bien, mais aidez-moi, quoi. Et puis le bain, voilà, encore une fois, c'est pas. On a le temps, quoi. Ouais, clairement. Il a son vernix, il a pu le garder le plus longtemps possible. Donc, oui, les douleurs vraiment de suite de couche, ça, c'est complètement sous-estimé. Donc, c'est gros sujet. S'il y a des médecins, écoutez-nous. Donc, donc vraiment pas facile, quoi. Mais en plus, ce qui est fou, je trouve aussi, quand tu seuvres ton enfant d'une façon anticipée par rapport à ce que tu avais prévu, t'as quand même porté la vie 9 mois, accouché, donc donner la vie après, allaiter quand même si, comme je dis dans l'introduction du podcast, même si c'est que la tétée d'accueil, c'est déjà énorme de faire ça. Si vous n'allaitez pas, c'est énorme aussi. Et en fait, je trouve que quand tu as cet échec-là, je sais pas si c'est ton cas, mais tu tendance à perdre confiance en toi. Est-ce que c'était ton cas ou ça a été, t'as réussi à quand même à capitaliser sur tout ce que tu avais déjà accompli j'ai pas trop le souvenir, mais je pense, quasi sûr que oui. Tu te dis, ce que je te disais, tu veux bien faire, et tu te dis, j'ai pas réussi, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et je te dis, j'avais pas trop réfléchi avant qu'on en discute là, mais ce qui me frappe aujourd'hui avec le recul, c'est de ne pas m'être dit, mais est-ce que toi tu veux? C'est plutôt, t'as pas réussi, juste ça. Mais en fait, est-ce que tu voulais? Et tu vois, on en parlait exactement dans l'épisode avec Violaine, donc, qui est l'épisode numéro 5. Et elle me disait, et c'était vraiment là-dessus qu'on concluait, on disait, mais en fait, l'allaitement, il faut le vouloir, c'est la seule chose. Et si tu le veux, t'y arriveras parce qu'il y a des ressources et il faut se faire aider, etc. C'est pas une question d'être capable ou pas. C'est pas tu es capable ou tu es pas capable. C'est si tu le veux, t'y arriveras. Et si tu veux pas, il faut qu'on te laisse tranquille. C'est ça. Exactement. Ok. Donc après, une fois que ça s'est passé, tout se passe bien, voilà. Dans ta maternité. Oui, complètement. Tout se passe bien. Je passe au-dessus. Je pense que de toute façon, moi, le postpartum, c'est bizarre, c'était il y a 13 ans, mais c'était pas non plus très démocratisé. Donc, le congé mat, je le vis un peu toute seule et je me dis, j'aimerais bien retourner au boulot quand même. J'ai besoin de voir du monde, etc. Je suis bien avec mon bébé et tout. Mais voilà, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Du coup, je retourne au travail, je m'occupe de mon bébé, tout se passe bien. Et voilà, vraiment, tout se passe bien. Mais je pense que j'aurais eu un peu plus de monde autour et j'aurais pris un peu plus de temps, ça n'aurait pas été plus mal. Et je me serais laissée un peu plus aller en mode sois indulgente avec toi. C'est ça. T'as fait tout ce que t'as pu, t'as fait tout bien, il n'y a pas de problème. Décompresse, profite. Et voilà, si t'as besoin de soutien, demande-en. Et voilà, j'ai géré en mode non, mais
je retourne au travail, je suis super forte, etc., etc. Ce qui s'est bien passé au final, hein, mais je pense que j'ai pas trop fait attention à moi à ce moment-là quand même. Euh, et puis voilà, après les petites maladies des bébés qui te reconcentrent sur lui aussi au début. Mon fils a eu beaucoup de gastro en fait au tout début, donc il a été hospitalisé, il avait 4 mois, c'était une nuit ou deux. Donc voilà, tu n'as pas le temps de te focuser sur toi trop non plus en fait. En fait, c'est fou parce que tu veux renvoyer cette image de personne qui gère au détriment en fait de ton ressenti. C'est ça. Et puis en fait, plus largement, je pense au détriment des autres femmes parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se renvoyer ça. C'est ça. Après, il y en a qui gèrent, il y en aura toujours qui gèrent. Mais des fois, on se dit on va faire semblant alors qu'en fait, on se rend en service à personne en faisant ça. Et les gens, on n'aura pas de médaille malheureusement. Puis les gens oublient. Non, mais c'est vraiment le regard de l'autre de dire il faut que je sois parfaite pour montrer que. Parce qu'en fait, aussi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, mais je me suis toujours posé la question est-ce que j'y arriverais? Est-ce que je serais une bonne maman, etc. Donc quand tu te dis ça, parce que tu deviens une maman, tu te dis je sais pas ce que ça fait aussi. Enfin, c'est pareil, j'ai envie, mais. Exactement. Et du coup, tu dis oh là là, mais du coup, j'ai voulu ça. Et maintenant, il faut que je montre à tout le monde que. Enfin, voilà, il faut que je gère, quoi. J'ai un papa qui m'avait dit, donc pas le papa de mes enfants, mais quand c'était très très dur avec le premier et il y avait cette culpabilité de ne pas y arriver, notamment au niveau de l'allaitement, et qui m'avait dit Pauline, c'est ton premier enfant. Enfin, tu vois, laisse-toi un peu, c'est ton premier, tu découvres tout, tu te prends tout d'un bloc. Sois un peu indulgente envers toi-même. Et ça avait fait beaucoup de bien quand il m'avait dit ça. Il m'a dit c'est ton premier. Tu vas pas. Il y en a un qui arrive très bien, mais qui arrive peut-être pas sur d'autres choses. Mais et c'est vrai que ça m'avait fait du bien d'entendre ça aussi, de se dire en fait nous on vit la vie pour la première fois, on devient maman pour la première fois et on fait bien comme on peut, tout va bien. Au final, les enfants vont bien, etc. Mais il y a pas. En plus, je crois qu'on veut faire parfait alors que ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est parfait? Enfin, qu'est-ce que fait de faire? Enfin, il n'y a pas en fait. Et ça, tu peux pas te le dire quand tu. Enfin, ce recul-là, quand tu es en plein dedans, tu veux faire parfait, mais tu sais même pas ce que c'est parfait en fait. C'est ça. Bah après tu as aussi qui est arrivé après, mais moi je voyais les réseaux sociaux qui sont à la fois formidables pour apprendre plein de choses, pour démocratiser plein de choses. Mais en même temps, moi, je voyais ces mamans qui allaitaient des bambins, qui avaient accouché dans leur salon. Je trouvais ça incroyable. Et je me rappelle, donc il y avait une maman particulière que je suivais, que je trouvais incroyable. Et ma sœur, elle me dit, mais Pauline, c'est son 4e enfant. Relax. Je pense que ça se trouve, le premier, elle a une péri, elle a fait, voilà, elle a allaité très peu de temps ou pas du tout. Et c'est les choses qui se travaillent et qui viennent. Et puis, tu apprends à te connaître aussi, quoi, en tant que femme, en tant que mère. Et le projet d'un deuxième, du coup, ça arrive comment dans ta tête? Alors, de toute façon, c'était impossible que j'en ai pas d'autres. En fait, en vrai de vrai, je voulais refaire, comme j'ai un frère et une sœur, je voulais avoir 3 enfants, en fait, dans ma tête. J'ai adoré, je suis l'enfant du milieu, j'ai adoré ça et je voulais offrir ça à mon fils. Donc, de toute façon, il y aurait forcément une fratrie. Et je voulais pas qu'il y ait trop d'écart d'âge, parce qu'avec ma sœur, on a 1 an et demi d'écart, on est hyper proches. Avec mon frère, on a 4 ans, on s'est toujours bien entendu, etc. Donc je me dis, voilà, ça serait bien de... du coup, c'est arrivé, je pense, vers les 2 ans de mon fils, à peu près, quelque chose comme ça. Néanmoins, je me rendais pas compte à l'époque que le couple, c'était déjà compliqué à ce moment-là, puisqu'on a divorcé après, mais... Donc voilà, on fait d'enfants, mais c'était peut-être pas... C'était plus ton désir d'enfant qui parlait que le projet de couple, en fait. C'est ça. Et du coup, le papa, un peu... un jour, dans des disputes ou des trucs, il me dit, je me suis sentie un peu obligée. Je fais génial, tu en parles de notre fille, là. Bon, c'est pas grave. Bref, mais bon, ça se passe bien quand même. Et le truc, c'est juste que ça a pris plus de temps. Normal, puisque, en fait, si le couple allait pas très bien, enfin voilà. Donc moi, je pétais un peu les plombs de... moi, j'ai décidé que c'était maintenant... il faut que ça soit maintenant, donc ça a pris un peu plus de temps, mais finalement, voilà, je tombe enceinte, pareil, super grossesse, trop contente, une petite fille, génial, trop bien, j'ai les deux. Fait le schéma que t'as eu, le grand frère, après une fille, trop bien. C'est ça, donc trop ravie. Et voilà, j'accouche, l'accouchement quand même beaucoup moins douloureux. Pas d'épisio, pas de déchirure, donc je vois quand même une belle différence. Ça change tout, hein, clairement. Ensuite de couche, ça... C'est ça. C'est pas les mêmes. Bon, même hôpital, j'avais pas pris assez de recul pour me dire ça aurait été bien d'être ailleurs quand même.
Et donc là, mon but, c'était, voilà, on fait tout pour qu'on sorte très, très, très vite. Ok. Et pendant la grossesse de ta fille, du coup, est-ce que tu repenses à l'allaitement? Oui, oui. Et puis pareil, je me dis, de toute façon, là, ça a échoué pour mon fils, enfin, et toujours échoué. Je recommencerai. Enfin, je vois pas pourquoi je n'essaierais pas pour ma fille. Et puis peut-être que ça peut mieux se passer. Et enfin, voilà, toujours à la pression. Mais enfin, voilà, encore l'envie de bien faire, et d'essayer et de voir si ça peut marcher parce que, quand même, important, quoi. Je me souviens pas avoir eu d'autres conseils à ce moment-là. Enfin, j'étais moins dans le. Enfin, je pense que j'avais plus en tête. C'est plus à la demande, mais je me rappelle plus trop. Je m'étais pas. Enfin, j'ai pas d'autres trucs où je me suis surdocumentée ou quoi. Je me sentais un peu plus détendue quand même. Moins dans le c'est toutes les 3 heures, etc. Mais je me souviens pas pendant la grossesse avoir beaucoup repensé. Je dis, j'y retournerai et puis on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Donc ma fille naît, voilà, magique, enfin, trop chouette. Et je la mets au sein tout de suite, rebelote. Pareil, ça fait super mal dès la maternité. Dès la tétée d'accueil ou... Non, alors Non, voilà, tétée d'accueil, en général, ça se passe Oui, bien. Tu te dis, c'est ça. c'est bon. Génial, ça C'est y est, c'est bon, facile. c'est cool et tout. Pareil, hôpital, je me retrouve dans le même hôpital, un peu lugubre, pas très entourée, etc. Et je dis, mais c'est pas possible en fait, comment c'est possible. Enfin, moi, c'est toujours pareil, pour moi, on m'a dit, ça peut faire mal, mais après, je suis ici, j'ai trop, trop mal, comment c'est possible? Et là, conseillère en allaitement qui passe dans la chambre, qui m'explique des trucs, etc. Elle me pose la question sur l'allaitement de mon fils, et elle me dit, ah bah, pourquoi vous n'avez pas demandé des conseils? Je dis, mais je savais même pas que vous existiez en fait. Et donc là, les mêmes étapes, bout de sein, la crème, etc. Elle m'a dit, mais en fait, il y a une préparation en pharmacie qui existe. J'avais l'impression que c'était un truc secret d'initié. Pas le dire à tout le monde. Tout le monde ne le prescrit pas, etc. Mais ça existe, ça vous fera du bien. Et en fait, c'est juste parce que donc c'est vraiment une préparation, c'est pas un médicament dans le commerce, mais donc le pharmacien doit le préparer. Et il faut le mettre sur les seins, mais le bébé peut pas manger la faut crème. le rincer avant. Il faut le rincer et rincer avec du lait aussi. Ok. Donc il faut faire couler un peu de lait, rincer, et après le bébé peut téter normalement. Mais il faut savoir exprimer son lait soi-même, ce que tu savais Ouais, faire. mais alors en fait j'ai jamais eu de problème, le lait sortait tout seul en fait. Ah ok, trop bien. Impeccable. Donc voilà, ça pour le coup ça a toujours été, même ma belle-sœur me disait mais moi j'ai jamais eu ça, elle voyait mes t-shirts et tout, moi ça me rendait folle, et elle me disait mais moi j'ai jamais eu des montées de lait comme ça. Je disais, moi si ça pouvait être un petit peu moins. Et du coup, alors je pense avoir eu cette crème le jour de la sortie ou quelque chose comme ça, et de commencer déjà à sentir une différence en mode ça va marcher, je vais pouvoir y arriver. Donc, mais vraiment un truc, le côté top secret. Et je me dis mais pourquoi j'ai pas eu ça avant et pourquoi, voilà. Et donc je me dépêche vraiment que ma fille prenne du poids et de sortir le plus vite possible. Et on rentre à la maison, moi toute contente, on est sortis, on est à la maison, on est trop bien avec mon fils et tout, enfin, génial. Et le lendemain, mes seins complètement engorgés, des tailles de ballon de rugby, une douleur pas possible. Et là, pour le coup, je crois que c'était elle, ou je sais plus, qui m'avait donné un numéro de téléphone. Si vous avez un souci, appelez-nous et tout. Et là, il me donne des conseils. Allez sous la douche, prenez un gant de toilette, massez-vous longtemps. Vous allez voir, ça va ressortir, etc. Et donc, parce que j'étais vraiment dans le mal, c'est-à-dire que je pouvais pas la nourrir parce que, en fait, c'était complètement engorgé. Ça me faisait mal, enfin, c'était horrible. Je dis, ah bah non, enfin... Ça recommence, non, là, ça faut que ça fonctionne. Quoi. Donc non, pas possible et tout. Et en fait, cette action-là a très bien marché tout de suite. Alors après, pareil, je me rappelle plus de tous les détails, mais entre la crème, ça, etc., et l'allaitement fonctionne. Donc trop bien. Du coup là, ça y est quoi, c'est possible. J'arrive. J'en profite juste que tu dises qu'elle t'avait donné un numéro pour donner l'information ou rappeler aux mamans qui sont allaitantes et qui sont en galère. Parce que moi, je me rappelle que je cherchais des fois désespérément la nuit. Donc, ça ne marche pas la nuit. Mais la journée, en tout cas, il y a sur la Leche League, vous pouvez faire une demande en ligne qu'on vous appelle, qui est une consultante qui vous appelle. Et voilà, donc vous êtes contacté normalement dans les 24 à 48 heures. Normalement, c'est plutôt 24 heures, mais ça dépend. Parce que je pense que c'est des gens qui sont bénévoles qui font ça, donc il faut de la disponibilité, etc. Mais en tout cas, quelqu'un peut vous appeler gratuitement et vous accompagner. Donc ça, c'est vraiment un super soutien. On les remercie au passage. Complètement, c'est important. Ouais, et des fois, quelques mots, en fait, ça peut vraiment débloquer. Quelques astuces, ça peut vraiment débloquer une situation. Même si
à l'échelle d'une maman, 24 heures, c'est très Oui, long. Il c'est peut se sûr. passer plein de choses quand on allait, parce que du coup, en 24 heures, tu peux avoir 12 tétés, Ouais. globalement même Mm. plus. Donc, mais quand même, c'est une super ressource à avoir en tête. Donc, en fait, cet engorgement, il passe. Ouais, Et tu te dis, ça y est, ça Ouais. se met en place correctement avec ta fille. ouais, complètement. Donc Trop bien. là, trop bien. Alors pareil, j'ai pas un souvenir de fou, mais tout va bien. J'arrive à la nourrir, elle prend du poids, elle a des joues énormes. C'est trop rigolo de la voir. Et je me dis, oh là là, mais en fait, oui, il y a plein de lait, elle en boit, elle est toute repue et tout. Et je vis le truc un peu, ah bah ouais, je lui donne à manger, ça fonctionne, elle grossit et tout. Donc voilà. Après, avec le recul, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et en même temps, j'ai trouvé ça plus naturel, magique d'être enceinte, lui donner la vie, que l'allaitement. Le seul truc qui était compliqué, c'est que j'avais pas du tout les, comment dire, les codes d'aujourd'hui. On peut donner à manger partout, dehors, machin. Et moi, je suis encore hyper pudique, donc je m'isolais pour lui donner à manger. Et comme ça pouvait durer longtemps, que ça pouvait être plusieurs fois, j'étais encore un peu trop toute seule. Donc le plaisir je vivais pas la vie avec tout le monde quand il y avait du monde, etc. Je m'isolais avec elle, ce qui était sympa. Et en même temps, je dis, encore un peu trop isolée. Donc, c'était ce truc-là qui. Voilà, si j'avais pu, si je m'étais sentie, j'aurais plus donné à manger entourée, quoi. Mais je savais pas faire. Après, tu sais, moi je pensais vraiment être comme ça. Je voyais toutes ces mamans hyper décomplexées, qui sortaient leur sein. Et moi je voulais être absolument comme ça, tu vois. Et en fait, je ne suis pas du tout comme ça. J'ai beaucoup de mal et. Alors que, enfin, en fait, t'as ce que t'aimerais être et après tu découvres qui tu es. Et en fait, moi, j'aime bien être dans mon coin Et c'est vrai que par contre, tu peux vivre cet isolement, quoi. C'est difficile. Ouais, mais moi, c'était même chez moi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens chez moi que je connais, de la famille, etc. Et j'allais quand même dans ma chambre. Tu vois, je pouvais pas prendre, participer à l'apéro ou machin. Donc, et du coup, tu y vas souvent dans ta chambre. C'est On ça. fait un peu, voilà, donc il y avait ce truc-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, sur l'allaitement, je regrette rien du tout. Je suis trop contente d'avoir fait ça pour mes enfants, même si pour mon fils c'était court, et pour ma fille, je suis contente de l'avoir vécu. Je peux pas dire, je sais qu'il y a des personnes qui s'accomplissent vraiment et qui se trouvent ça exceptionnel, c'est un plaisir et tout. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai vécu ça comme un plaisir ultime. C'est plus, j'étais heureuse de le faire, contente, fière. Et ça n'a pas du tout été une contrainte, sinon j'aurais pas pu le faire. Mais je me retrouve pas dans les femmes qui s'épanouissent vraiment là-dedans, en fait. Et donc pour ma fille, je suis retournée travailler au bout de 3 mois, je l'ai sevrée d'un coup. Et j'en ai pas pleuré, quoi. Je me suis pas dit, catastrophe, j'arrête, c'est trop triste, je savais pas encore que j'aurais pas de 3e enfant, mais c'était pas un deuil d'arrêter d'allaiter. J'étais contente d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir fait que ça se soit bien passé, qu'on ait profité toutes les deux. Mais voilà, je suis pas. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper fort parce que je sais que dans le livre que j'essaie donc d'écrire, en tout cas, on verra ce que ça donne, mais dans le livre sur l'allaitement que j'écris, je commence en disant que j'ai pas aimé allaiter mon premier enfant, en tout cas. Et c'est très dur, pour moi, ça a été très dur de me l'avouer. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper important, surtout que tu le dises. Parce qu'en fait, on peut en avoir envie, mais pas prendre de plaisir, en fait. Et c'est vrai qu'on nous vend beaucoup ça comme un moment, forcément d'échange d'ocytocine, mais tu nourris ton enfant, c'est comme si on te disait, tu prends beaucoup de plaisir à donner un biberon. Oui, à donner un biberon de temps en temps, mais à en donner 10 par jour, t'as des moments où c'est moins plaisir qu'un autre, et t'as envie de faire autre chose. Et l'allaitement, et je trouve qu'en plus, en ce qui me concerne, ça a pris des mois avec le second pour que je prenne du plaisir, tu vois. Je trouve ça hyper important de dire aux mamans, en fait, des fois on n'aime pas ça. Et en fait, c'est ok de se dire, j'aime pas ça, mais je le fais parce que j'ai envie de continuer. Et c'est ok de dire, j'aime pas ça, donc j'arrête. En fait. C'est ça. Et c'est ce que je t'ai dit au tout début. Tu peux pas le savoir avant de le faire. Et du coup, déjà d'avoir l'injonction de je dois le faire, mais tu sais même pas si ça va te plaire, pas de pression. Laissons-nous le temps de savoir si ça nous plaît, si on est bien avec le bébé, etc. Parce qu'il y a aussi un côté d'isolement un petit peu que moi j'ai vécu et je peux rien faire. Au tout début, tu dis, mais en fait, je vais aller me doucher, mais je peux pas. Je sais pas si je peux, parce que si elle a refaim, j'en sais rien. Pour sortir, La dépendance, c'est énorme. Ouais, tu te sens un peu bloqué tout le temps, et tu dis, là, je
je vis pour elle, donc c'est magnifique. Elle dépend que de moi, donc très bien. Et en même temps, elle dépend que de moi, donc compliqué. Donc ça aussi, c'est hyper particulier, surtout au tout début. Après, quand ça se met bien en place, que c'est un peu plus régulier, tu commences à trouver une routine. Mais au tout début, tu te dis, bah, en fait, je gère rien du tout et j'attends de voir si j'ai un espace de 10 minutes pour aller faire autre chose que lui donner à manger, quoi. C'est ça. Donc ça aussi, c'est un peu particulier. Et donc, il faut vraiment que ce soit un vrai plaisir, je pense, pour... quand tu vis toutes tes émotions postpartum, si jamais t'as mal, pas mal, etc., si en plus de ça, tu te forces sans plaisir, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Après, c'est toujours compliqué parce que tu as peur aussi de regretter après si tu arrêtes, quoi. Voilà, donc de toute façon, c'est des décisions qui sont compliquées et je pense qu'il faut vraiment... voilà, quand des mamans, elles sont dans ces situations-là, il faut vraiment pas minimiser et leur dire c'est pas un choix facile et... Bah, essayer de prendre le temps de prendre la décision le mieux possible. Et aussi, je pense que quand on dit à des mamans qui ne souhaitent pas allaiter, on leur dit bah, si vous ne souhaitez pas, ok. Après, si vous voulez, vous pouvez essayer. Et de la même façon, des mamans qui ont envie d'allaiter, de leur dire aussi bah, voilà, et si jamais vous changez d'avis, c'est pas grave. Et voilà, vous ne mettez pas une pression, c'est votre souhait. Et surtout, voilà, si vous avez le droit aussi de changer d'avis. Et je pense que ça peut être hyper important et qu'il y a des mamans justement qui ont eu ces projets d'allaitement et des fois qui ont du mal à assumer que bah, elles n'en l'ont plus. C'est ça. Et qui se cachent peut-être derrière des mais j'ai plus de lait, voilà. Parce que c'est difficile de dire aussi ben non, moi j'ai pas trouvé ça ouf, j'ai pas kiffé et j'ai eu envie d'arrêter plutôt que. Mais c'est une décision, enfin c'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est faut qu'on s'accorde ça, mais c'est hyper dur quand tu t'es mis en tête que bah, c'était le mieux pour ton bébé, de dire j'arrête. Il faut être forte à ce moment-là et t'es pas forte à ce moment-là, quoi. Donc comme tu dis, l'entourage est hyper important de bah voilà, te fait ce qui est comme ce que tu disais, la première tétée est déjà magnifique, si tu y arrives, bah ce sera déjà super et tout va bien, quoi. Mais sur le moment, tu peux pas. T'as peur d'être égoïste alors que c'est ça. C'est pas du tout égoïste de se faire passer en priorité sur ces sujets-là qui font qu'en fait, au contraire, après, t'es peut-être plus disponible. Exactement. Donc voilà, ok. Et du coup, ta fille avait quel âge quand tu l'as sevrée ? 3 mois. Ok. Donc, et le sevrage s'est bien passé ? Ouais, mais en fait, là, pour le coup, j'avais posé la question, je crois, à une sage-femme aussi. Je dis, bah, comment je fais ? Est-ce que je dois ralentir ? Est-ce que... C'est ça. Qu'est-ce que tu savais du sevrage ? Bah, rien, du tout. Mon premier, j'ai arrêté il y a 3 mois comme toi. Et je savais pas comment sevrer. Ouais. Bah, je savais rien et j'ai eu très peu de conseils. Et je crois qu'il y en a une qui m'a dit, bah, en fait, vous arrêtez. Je fais, bah, d'accord. Et voilà, et c'était tout. C'est-à-dire que je me voyais... Enfin, pour le coup, je savais que je me voyais pas du tout aller tirer mon lait au bourreau le matin, le soir, etc. C'était soit je continue, soit j'arrête, quoi. Et donc pour moi, c'était je retourne travailler, j'arrête, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et donc, pareil, moins de souvenirs, mais je me souviens un peu du jour au lendemain, quasi. Et t'as pas eu de problème d'engorgement, de mastite, de choses comme ça ? Non, rien du tout. Mais tu vois, j'aurais pu et j'étais au courant de rien. Donc voilà. Mais peut-être pas on-off jour, mais quasiment, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, je m'étais un petit peu renseignée. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des renseignements sur le sevrage. Et en fait, on conseille d'intégrer des biberons régulièrement. Mais en fait, de commencer le sevrage, je crois, limite 1 mois avant la reprise du travail pour y aller progressivement. En fait, je trouve ça tellement dur. Alors, les congés maintenant, maternité, parentaux sont un peu rallongés et on les remercie pour ça. Mais c'est vrai que quand à l'époque, tu avais 3 mois de congé maternité et qu'il faut 6 semaines pour mettre en place un allaitement et tu dis 2 semaines après, je commence à instaurer le sevrage, c'est waouh! Ah non, c'était pas possible. Enfin, moi, j'étais dans l'allaitement, j'étais bien, etc. Du coup, j'allais pas les courter, quoi. J'allais pas donner un biberon si j'en avais pas besoin. Donc voilà. Et du coup, la question se pose, on se rapproche du moment où je dois retourner bosser. Bon, bah, comment je fais ? Et bon, bah, ouais, ça s'est peut-être fait sur 1 semaine, un truc comme ça. C'était un peu brutal et j'ai eu de la chance que ma fille se pas posé de problème et que le biberon passait très bien aussi. Oui. Mais... elle a pris sans problème. Sans problème, ouais. Je crois que j'étais petit gourmand quand même. Fallait manger. Ouais. Donc voilà, pour les mamans qui se posent des questions sur le sevrage, normalement, c'est en vrai à peu près 1 mois avec tournez-vous vers des consultantes en lactation pour vous accompagner au mieux en fonction de votre situation et de votre bébé aussi, parce qu'il y a des bébés, bah voilà, tous les bébés ne prennent pas le biberon, donc faites-vous accompagner pour cette étape-là, mais en général, c'est incorporation de biberon progressivement, puis d'un 2e, puis d'un 3e, jusqu'à ce que votre lactation baisse et que vous puissiez ne
pas avoir de désagréments Ouais. tels les mastites, les engorgements, etc. Ok. Quel regard aujourd'hui tu portes sur cette expérience d'allaitement? Je suis très heureuse de l'avoir vécu. Là, j'ai ma sœur qui vient d'accoucher, donc je le revis un petit peu À travers elle? à travers elle. Je dis, et elle est, enfin, elle travaille dans une association sur la nutrition infantile. Donc pareil, très informée. Et pour elle, c'était vraiment un objectif à atteindre. Enfin voilà. Et donc je revis avec elle, j'essaye de la conseiller comme je peux sur ce que je connais. Et du coup, enfin voilà, très heureuse de l'avoir fait. Je suis très admirative des mamans qui vivent l'allaitement et qui même plus longtemps, etc. Donc, et j'ai un vrai regard indulgent envers tout le monde, c'est-à-dire chacun fait bien ce qu'il veut. Tu veux pas, tu veux pas. Tu veux longtemps, tu fais longtemps. Tu fais et surtout c'est ce que tu disais au tout début. Plus on en discute, plus on partage, plus ça comment dire, ça minimise la pression qu'on peut se mettre. C'est une aventure en soi. On parle beaucoup de la grossesse comme quelque chose. Enfin, on est très renseigné dessus, beaucoup moins sur l'allaitement. Et je me dis, pourtant, c'est quand même très très important. Donc voilà, je regarde ça avec beaucoup de tendresse, de solidarité. Je suis encore une fois très contente de l'avoir fait. Je pense que je suis pas celle qui en a pris le plus de plaisir. Et en même temps, c'était pas non plus désagréable. Donc voilà, je suis contente d'avoir été sur un entre-deux, d'avoir pu le faire avec ma fille beaucoup plus qu'avec mon fils. C'était chouette. Vraiment, je l'ai bien vécu. Voilà, une aventure de folie pour laquelle il faut absolument qu'on soit tout ensemble et avec pas que nous, mais tous les autres autour qui se disent ouais, c'est pas parce que t'as accouché que c'est fini. Il y a encore toute une aventure qui reste à vivre et elle est costaud quoi. Donc, Et ça, c'est dur quand je trouve t'as accouché. Tu te dis, mais normalement, là, je devrais être tranquille, on devrait me laisser tranquille. Et malheureusement, non. Et puis, c'est vrai que c'est là que des fois, on a le moins de support. Donc, c'est pour ça, j'espère qu'il y a aussi des coparents qui écoutent le podcast pour être sensibilisés à ça. Pour moi aussi, quand il y a un coparent, mais la formation, la sensibilisation du coparent à ce que peut être le postpartum précoce ou moins précoce, c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est des épreuves qui, des fois, même en comparaison à l'accouchement, en fait, peuvent être plus éprouvantes, je trouve. Clairement. C'est vraiment comme si t'as accouché, tu dois être très heureuse, t'as ton bébé. Ouais, mais en fait, ça se passe pas complètement comme ça. Et en fait, l'indulgence, voilà, t'as ton bébé, il va bien. Enfin, il va bien. Ah oui, il va bien. Mais moi, ça va pas trop. Oui, mais tu dois aller bien, parce que ton bébé, il va bien. C'est ça. Oui. Tu dois être reconnaissante et te focaliser sur le positif, mais bon. C'est ça. Mais voilà, ça reste... Voilà, des aventures de fou qui se poursuivent et c'est super en fait que ça se poursuive parce que ça n'existe pas, le on-off est encore heureux et que et quand ça se passe bien et qu'on peut partager, enfin, c'est génial quoi. Enfin, c'est pas on croit que ça doit être inné. Enfin, on nous dit les femmes elles accouchent depuis la nuit des temps et l'allaitement c'est pareil. Ah non en fait c'est pas parce que en fait c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a en nous, mais qui se fait pas de façon simple tout le temps en fait. Et ça on nous le dit par ce truc là, c'est naturel. Oui. Mais c'est quelque chose qui doit se transmettre. C'est ça aussi. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des femmes qui allaitent en public pour qu'on voit comment ça se passe, les positions que prennent les bébés. Et c'est pour ça que c'est important que les mamans en parlent. C'est sûr. Ça, je pense que la transmission, c'est vraiment hyper important pour qu'on garde que ce truc est quand même un pouvoir extraordinaire et puis qu'on se le transmette les unes aux autres. Clairement. Et ta sœur qui vient d'avoir un bébé et qui travaille, qui est formée à la nutrition infantile, est-ce que ça l'a aidée dans son expérience d'allaitement ? Et non, parce que du coup, une pression de malade. Pareil, confrontée aux mêmes choses que beaucoup de femmes. Elle a, du coup, en plus, elle a une césarienne, donc la montée de lait qui traîne à arriver et sa fille qui prend pas assez de poids. Et du coup, le traumatisme pour elle, à la maternité, on lui dit on va lui donner un biberon. Et elle, c'est hors de question, en fait. Je veux pas qu'il y ait un biberon dans la bouche de ma fille, mais vraiment en mode. Conviction, c'est ça. Donc, et de devoir céder là-dessus, pour elle, ça a été une vraie. C'était pire que qu'on lui dise qu'elle a dû faire une césarienne, quoi. Vraiment, c'était non. Donc compliqué. Et puis alors pour le coup, elle est bien entourée parce qu'elle a des pédiatres, etc. Donc elle peut poser des questions à des personnes.
Les sages-femmes de la maternité et aussi qui viennent chez elles ont beaucoup de conseils sur l'allaitement et qui sont, de ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, assez pertinents, je trouve. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'accompagnement, même des sages-femmes, sans avoir besoin enfin, le numéro dont tu parlais tout à l'heure, sans avoir besoin d'attendre 24 heures. Enfin, si t'as que 24 heures plus tard, t'as quand même les sages-femmes que tu peux appeler, qui passent chez toi après et qui l'ont beaucoup aidé. Tu sais, un tout petit conseil, tu changes une position, tu bois des tisanes, tu ceci, tu cela, et ça l'a beaucoup apaisé là-dedans. Mais non, c'est un bouleversement. Ça a été aussi un bouleversement pour elle. L'envie de bien faire, surtout l'envie que sa fille mange bien, grossisse bien grâce à elle. Et puis là, pour le coup, c'est une maman solo. Donc, chapeau. Ouais. Big up, les mamans solo. Bravo à vous. Donc voilà, tout va bien se mettre en place et tout, mais ouais, c'est une vague émotionnelle intense et beaucoup de pression. Et tout va bien se passer, j'en ai aucun doute. Mais faut être conseillé, accompagné, partagé. Donc moi j'étais là, ma belle-sœur aussi. On n'a pas trop envie de lui dire moi c'était comme ci, moi c'était comme ça. Et en même temps, il faut bien qu'on essaye de l'aider, quoi. Donc, En fait, c'est ça, de voir aussi la diversité, de se dire, en fait, c'est pour ça que moi j'ai créé le podcast aussi, c'est parce qu'en fait je pense que en fonction, vu que toutes les mamans sont différentes, tous les bébés sont différents, c'est juste d'aller piocher des choses qui vont vous parler, dans lesquelles vous allez vous reconnaître et dire ah bah si ça a marché, peut-être que moi je peux le mettre en place, ou moi je ressens la même chose que cette maman là, peut-être que je peux m'autoriser à ça. Et aussi ce que je trouve intéressant avec ce que vit ta sœur, c'est que c'est quelqu'un de très informé sur le sujet, qui a une volonté de faire, qui veut ça, et en fait ça rend pas les choses plus faciles. Et pour une maman qui ne s'est pas forcément préparée du tout, et culpabilisez pas, parce qu'en fait des fois ok, ça aide d'avoir de l'info, parce que le savoir c'est le pouvoir, clairement, mais en fait on est toutes, même avec des préparations, on se retrouve toutes démunies à un moment, parce que c'est une mise en place que vous pouvez pas anticiper. C'est unique. C'est unique. Et en fait, ça serait même si vous l'avez déjà vécu auparavant, ça va être peut-être plus facile avec votre deuxième, votre troisième, ou peut-être pas en fait. Donc on maîtrise pas. On maîtrise pas. Donc là, il faut lâcher, accueillir ça et vraiment essayer de se faire entourer le plus possible. C'est ça. Là-dedans, quoi. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce témoignage ? Non, c'est super chouette. Je pensais être trop pudique pour pouvoir le faire, mais je suis trop contente de l'avoir fait. Trop bien. Du coup, si je vais te proposer, pour conclure le podcast, que je propose à toutes les mamans, c'est de leur faire un petit tirage d'oracle. Donc c'est l'oracle des merveilleuses de Julia Simon. Donc du coup, je vais te donner les cartes que je vais te demander de battre. Bats-les bien, parce qu'elles sont assez... il est encore un peu neuf ce jeu d'oracle, et elles collent un peu. Il ne faut pas qu'il y en ait deux qui soient collées entre elles. Et en fait, en battant les cartes, je vais te demander de poser une intention ou une question, quelque chose qui te taraude en ce moment, auquel tu penses, et auquel tu aimerais obtenir des réponses. Voilà, vas-y. Je vais distribuer les cartes sur la table. Je vais te demander après d'aller piocher avec la main avec laquelle tu n'écris pas. Donc si tu es droitière, la main gauche. Si tu es gauchère, la main droite. D'aller chercher la carte qui t'appelle. Voilà, tu peux y aller. Hop. Alors c'est la carte du corps. Donc on voit une femme nue, assise sur ses talons, donc sur les genoux et les talons, qui est pleine de vergetures. Donc plutôt une femme avec des formes de femme, de mère particulièrement. Et donc je vais te lire ce que ça veut dire, la signification de la carte du corps. Corps. J'honore mon corps, véhicule de mon âme et de mes expériences. C'est l'un des grands chamboulements avec lesquels une mère doit vivre au quotidien. Entre parenthèses trouver ses contours et se réapproprier son corps. Accueillir tous ces changements demande souvent beaucoup d'amour, de bienveillance et de patience. Ces transformations ont d'ailleurs lieu dès les premiers mois de la grossesse. Le corps ne cesse de se métamorphoser. Des mois, voire des années après la naissance de son enfant. Cette carte vous rappelle l'importance de rester connecté à votre corps. Touchez-le, massez-le, parfumez-le. Retrouvez vos contours en recréant un lien tactile qui va éveiller toutes vos cellules.
Comprenez également que votre corps n'est pas seulement une enveloppe physique, c'est votre plus fidèle compagnon qui vous apporte beaucoup de sagesse et d'informations sur la manière dont vous vivez le monde. Ressentez en profondeur tous les messages qu'il vous envoie. Quand c'est un oui, votre corps est clair. Vous vous sentez détendue, pleine d'énergie ou tout simplement joyeuse. Quand c'est un non, là, c'est davantage une tension, une rétractation ou une douleur peut-être. Entre parenthèses, apprendre à écouter les messages de votre temple peut prendre du temps, mais c'est l'un des piliers essentiels à votre bien-être sur tous les plans. Quels sont les messages que votre corps vous envoie en ce moment ? De quoi a-t-il besoin ? Ne serait-il pas merveilleux de vous engager à remplacer toutes les pensées négatives que vous percevez autour de votre corps par des pensées de gratitude ? Créez le temps de voir comment votre corps fonctionne et comment il a été à votre service depuis ces dernières années. Vous pouvez également continuer à l'honorer en le massant avec une huile végétale de votre choix et une goutte d'huile d'essentiel d'ylang-ylang, fleur qui est reconnue pour connecter les femmes à leur sensualité et à leur féminin sacré. Est-ce que ça te parle ? Compliqué, parce que complexé depuis que je suis toute petite. Donc ça, c'est quelque chose que je sais, mais que je ne sais pas faire. Tout ce que tu dis là, tout ce qui est écrit dans cette carte, être indulgente, avoir des pensées positives, etc., je sais qu'il faut le faire. Je suis incapable de le faire encore aujourd'hui. Même en ayant vécu des grossesses, même en ayant dit mon corps m'a permis d'avoir mes bébés, je suis toujours très dure avec. Donc c'est bien de l'entendre. C'est bien de se dire, allez... La connexion, par contre, autant l'indulgence, elle est difficile pour moi et je pense que je mettrais vraiment du temps à être apaisée. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos sur les femmes plus âgées, qui sont ménopausées, etc. Je sais pas pourquoi ça m'appelle, alors que bon, j'y suis pas encore du tout, et qui sont très posées sur leur féminité en mode c'est le meilleur âge, on est tranquille, on n'a plus rien à prouver à personne, on est bien dans notre corps, etc. Et elles véhiculent quelque chose que je me dis, peut-être qu'un jour je le vivrai, ce sera peut-être pas encore tout de suite, j'espère, parce que j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais. Et en même temps, donc il y a ce côté-là, beaucoup de complexe et de jugement, mais ce qui est écrit dans la carte, c'est aussi faire attention à ses sensations. Et ça, par contre, j'essaye de le faire plus. Autant je vais être très critique, et autant je vais me dire non mais là, attention... T'as faim, t'as pas faim, t'es fatigué, t'es pas fatigué, t'as mal au dos, pourquoi, etc. Donc j'essaye d'être un peu plus à l'écoute. Alors qu'avant, c'était même pas... t'as mal, t'y vas, tu continues, quoi. C'est ça. Voilà. Donc ça, il y a un petit truc là-dessus. Le reste, ça se travaille. C'est difficile. Ouais. Et c'est vrai que le corps, il nous parle beaucoup et souvent, quand on se sent pas bien dans un endroit, en fait, il faut pas hésiter à en changer, ou avec une personne, ou peu importe. En fait, c'est ça qui nous envoie des messages assez puissants. Moi, je voulais te partager un truc. Quand j'ai lu la signification... J'ai ressenti une énergie qui émanait de toi. Je sais pas si ça s'est fait pareil, mais je n'osais même pas te regarder parce que mais en fait, je sentais dans tout mon corps, ça m'a fait des frissons. Et comme si je sentais que ça te faisait une émotion hyper forte quand je lisais. Là, je retiens mes larmes, c'est compliqué. Ouais, je l'ai senti. Et je l'ai senti dans tout mon corps quand je le lisais. Tu m'as transmis quelque chose d'hyper fort. Ouais. Oui, parce que c'est un sujet de tout le temps, en fait. Je vis avec au quotidien, donc c'est puissant. Et tu m'as dit... choisis la carte qui t'appelle. Je suis très scientifique, pragmatique, donc ce genre de truc, je dis oui, qui m'appelle. Limite, ça me fait un peu rire. Je respecte totalement, mais je dis et j'ai choisi celle-là sans aucune hésitation. Donc c'est encore plus troublant, en fait. C'est particulier. J'ai des frissons partout. Merci infiniment, avec Nina, plaisir. d'avoir partagé cet intime-là et ces émotions-là. C'est très très fort ce que tu me partages là. Franchement, merci. C'est cool. Et merci pour toutes les mamans. Merci à toi, c'est vraiment très très important ce que tu fais. Moi je suis trop fière, on se connaît bien et je suis trop contente que tu fasses ça. Donc bravo. Et les mamans ont de la chance de pouvoir écouter tes podcasts. Merci. Vous venez d'écouter le 7e épisode du podcast Sororité. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, vous pouvez suivre notre page Instagram. À bientôt pour un nouvel épisode de Sororité.